journaliste de Police pour la Vérité. Je suis Sonia Vescovati, présidente de l'association Police pour la Vérité. Je viens devant vous prendre la parole en tenue. Et je connais les risques que ça comprend de venir m'exposer comme ça devant vous, en tenue de sapeur-pompier. Et quelle qu'en sera la sanction qui me sera réservée par ma hiérarchie, je suis prête à y faire face. Nous sommes suspendus, sans salaire, mais pas seulement. Dans une violence et maltraitance telle qu'il nous a fallu nous accrocher pour ne pas sombrer, nous rassembler solidairement pour tenir le choc face à la brutalité de cette annonce du 12 juillet dernier. Dans un acharnement à en faire craquer plus d'un, plus d'une, car nous n'oublions pas nos collègues qui, pour certains, épuisés, dans un dernier geste de désespoir, ont mis fin à leur jour. Oui, y ont fortement songé. D'autres qui ont été contraints et forcés, à qui il a été mis le couteau sous la gorge, sous la menace et le chantage de perdre leur emploi, de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins, ainsi qu'à ceux de leurs familles et de leurs enfants. Aucun débat démocratique et citoyen participatif n'a eu lieu. Nous, personnels du soin, du médical, du social, de l'administratif et de secours à personne, femmes et hommes de terrain, n'avons été consultés. Notre confiance, nos engagements, ainsi que notre consentement libre et éclairé ont été totalement bafoués. Malgré le devoir de réserve auquel nous sommes soumis, nous ne pouvons plus nous taire. Nous vous demandons, pas simplement, de nous écouter, d'entendre notre parole et notre souffrance d'avoir été ainsi trahis et méprisés. Mais nous vous demandons vivement de faire votre travail sans conflit d'intérêts pour l'avenir de notre société et celui de l'humanité. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à Police pour la Vérité. Cet après-midi, nous avons une super interview avec une femme très courageuse, une sapeur-pompier qui a été suspendue parce qu'elle n'a pas voulu se faire injecter. Et elle est cet après-midi avec nous pour nous donner son témoignage, nous raconter son histoire et son parcours. Alors, bienvenue Margot et merci d'être avec moi cet après-midi. Bonjour Sonia, merci de m'accueillir ici sur Police pour la Vérité, afin de prendre la parole et de pouvoir m'exprimer. Merci de m'accorder cette interview, parce que dès que j'ai vu ta petite vidéo que j'ai mis dans notre introduction, je savais qu'on devait contacter avec toi, que tu devais être là avec nous et nous raconter ton histoire. Et c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Oui. D'accord ? Alors, mon histoire, mais aussi celle de mes collègues. Et celle de tes collègues aussi. Je sais qu'avant de démarrer cette interview, Margot voulait lancer un petit message à sa hiérarchie. Margot, cet après-midi, a décidé de porter son témoignage, de donner son témoignage en uniforme, et elle ne peut pas le faire d'ailleurs. Alors Margot, je te laisse t'exprimer. Oui, alors déjà, dans un premier temps, au vu du monde dans lequel on évolue à l'heure actuelle, j'aimerais mentionner que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec quelque organisation que ce soit, ainsi qu'aucune carte dans quelque parti politique que ce soit.
et qu'aujourd'hui, ma prise de parole n'implique que moi, ma propre responsabilité et non celle de mon institution. Et je tiens également à mentionner que je suis en bonne santé physique et psychique, consciente des risques que je prends et ainsi que des sanctions. Je suis bien responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Voilà. Sachant que j'aimerais mentionner à ma hiérarchie que s'ils souhaitent me sanctionner au vu de ma prise de parole en public aujourd'hui en uniforme, j'attends d'eux qu'ils sanctionnent également. Alors je ne dis pas que c'est dans tous les centres de secours que ça se passe, mais je sais, dans un en particulier, que voilà, il y a des pompiers qui, sous cet uniforme, se permettent des actes et de faire des saluts qui rappellent une partie sombre de notre histoire. Donc voilà, j'attends d'eux qu'ils soient sanctionnés également, au même titre. Merci. Alors, étant donné que Margot risque de prendre des sanctions pour sortir et faire cette interview et parler publiquement en uniforme, j'ai décidé de faire exactement la même chose car moi je suis policière en activité. Je n'ai pas le droit de m'exprimer publiquement ni faire des interviews ni des vidéos en uniforme. Mais pour soutenir ma camarade, j'ai dit, ben, si toi tu vas te prendre des sanctions, moi aussi. Alors, toutes les deux, uniforme cet après-midi. Merci de ton soutien en tout cas. Ben, c'est normal, il faut qu'on se soutienne les uns les autres, on est là pour ça d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, Margot, j'aimerais que tu nous racontes, s'il te plaît, ton parcours. Oui, donc je m'appelle Margot, j'ai 33 ans. Je suis sapeur de première classe, volontaire suspendu depuis le 17 septembre 2021. Mon compagnon également, sapeur-pompier volontaire depuis 23 ans, donc il a débuté à l'âge de ses 16 ans, suspendu également. Et à côté de ça, j'étais assistante de vie à domicile auprès de personnes en situation de handicap et dépendantes. Et actuellement, je ne peux plus exercer mon métier suite à la loi du 5 août 2021. Quelle est la raison pour laquelle tu es suspendue, Margot? Je suis suspendue, ainsi que plusieurs de mes collègues, car nous avons refusé de nous faire injecter une substance expérimentale. As-tu subi de la pression ou du harcèlement de la part de ta hiérarchie? Alors, je ne sais pas comment on pourrait caser ça, mais effectivement, il s'est passé beaucoup de choses où on a reçu des notes de service, des courriers de rappel, des SMS, voilà, un petit peu ce que je peux dire. Après, je peux pas trop évoquer trop de choses à ce niveau-là. Mais effectivement, enfin nous en tout cas, on l'a ressenti comme une pression et du harcèlement. Actuellement, il y a combien de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui sont suspendus pour ne pas vouloir se faire injecter? Alors en France, c'est actuellement 7300 sapeurs-pompiers qui sont suspendus, donc 7000 volontaires et 300 pompiers professionnels. Ceci étant, bien évidemment, ça ne comprend pas les arrêts maladie, les demandes de disponibilité, les démissions, les non-reconductions de contrats d'engagement du coup qui arrivaient à échéance aux dates butoirs et qui n'ont pas été reconduits par les hiérarchies. Et certainement, enfin pour le moment, moi j'en ai pas à ma connaissance, mais peut-être des licenciements abusifs. Je voulais te demander, Margot, étant donné que nous sommes là toutes les deux en uniforme pour défendre avec honneur notre profession Oui. et l'uniforme que nous portons, est-ce que tu pourrais reculer un tout petit peu pour montrer à tous les citoyens qu'effectivement tu es avec ton bel uniforme parce qu'on te voit Oui, trop. Baisser un poil ta caméra pour qu'ils puissent te voir ta tenue. Voilà, c'est ça. ça c'est notre super sapeur-pompier. Merci. Merci. Et oui, je voulais te demander, tu nous as dit qu'il y avait 7300 sapeurs-pompiers volontaires suspendus et 300 professionnels. 7000, oui, volontaires et 300 professionnels. Comment vivent actuellement tes camarades cette situation de ne pas pouvoir travailler
parce que je sais que tu travailles dans des associations et tu les soutiens à tous les niveaux, à niveau émotionnel. Je sais que vous leur donnez de l'aide Oui, économique, même alimentaire. Est-ce que tu peux nous oui. raconter un petit peu dans quelle situation ils sont tes camarades? Alors, pour la plupart, on ressent un peu tous la même chose et on partage vraiment les mêmes émotions vis-à-vis de cette situation. Il y en a certains qui se reconvertissent, d'autres voilà, qui vivent très mal leur suspension, qui se sentent trahis, méprisés dans leur engagement, dans les valeurs pour lesquelles ils se sont engagés et pour lesquelles voilà, ils aspirent. Et voilà, c'est très compliqué. On a un peu tous les cas de figure de situations différentes. Enfin voilà, c'est assez complexe. Est-ce qu'il y a un cas en particulier qui t'a le plus touché de tes camarades? On voit tous, Tous. ils m'ont tous touchés par leur humanité déjà. Euh, oui, il y en a beaucoup. Hein, qu'ils soient volontaires ou professionnels, on est tous dans le même bateau. Il faut savoir que nous, en tant que volontaires, on ne paie rien. C'est-à-dire que on n'a pas de salaire à proprement parler. C'est voilà, nous, on touche des indemnités. Eux, ils ont un salaire, les professionnels, donc c'est quand même leur plus gros revenu. Aujourd'hui, ils ont 0 sur leur fiche de paye. Ils n'ont aucun droit à côté, hein, c'est-à-dire pas de chômage, faire des formations, enfin toutes ces choses-là en fait, tout ce qui est acquis en fait leur a été retiré. Enfin, il y en a beaucoup qui me touchent de par, en fait, c'est la façon dont ça s'est passé. On a plusieurs cas. On a des pompiers qui ont été professionnels, qui ont été virés de leur logement de fonction sans état d'âme. On a des pompiers qui étaient en arrêt maladie, qui se sont retrouvés avec des demandes de contre-expertise médicale. Donc ça veut dire que leur hiérarchie remettait en doute la validité de leur arrêt maladie et la légitimité en fait de cet arrêt-là. Et donc en fait des médecins en fait au sein des pompiers ont fait des contre-expertises pour faire invalider ces arrêts-là et ainsi les réintégrer et les suspendre par la suite. Voilà, donc c'est pour dire à quel point c'est très violent et jusqu'où ils sont prêts à aller. Enfin, des fois, ça se demandait s'ils veulent vraiment nous détruire ou pas. Tellement c'est violent. On a eu le cas de pompiers qui avaient des certificats de rétablissement. Donc, il faut savoir que nous, en France, les certificats étaient valables 6 mois jusqu'au 15 février de cette année. Ensuite, du coup, ils ont été rabaissés à 4 mois de validité. Mais voilà, ceux qui avaient réussi à avoir un certificat de rétablissement valide avant le 15 février, en fait, se sont vus faire invalider leur certificat de rétablissement à 4 mois, voire beaucoup moins. Pour donner un exemple de cette situation, on a un collègue volontaire qui avait obtenu son certificat fin décembre 2021 et au mois d'avril, il s'est vu ne plus pouvoir en fait se mettre de garde. Ceci étant, la hiérarchie ne l'avait pas du tout donné de comment s'appelle d'entretien préalable afin de discuter de cette nouvelle suspension puisqu'il avait été déjà suspendu en septembre 2021 et ni d'avis ni d'arrêté en fait de suspension par courrier. Donc en fait, aujourd'hui à l'heure actuelle, il ne connaît pas du tout, à part dans ce contexte-là, en fait, il n'a rien d'officiel et il ne connaît pas sa situation au sein des pompiers. Donc, je l'avais vivement conseillé d'envoyer un courrier à la hiérarchie en lettre recommandée avec accusé de réception pour mentionner sa surprise de ne pas pouvoir se mettre de garde et que son certificat a été réduit à 4 mois. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, nous sommes le 28 juillet 2022, il n'a toujours aucune nouvelle. Donc, vraiment, c'est vraiment violent en fait. Ça touche vraiment
dans nos engagements et dans ce à quoi nous sommes confrontés en fait quotidiennement depuis bientôt 1 an. Et comment survivent la plupart de tes camarades qui sont suspendus? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont pu se reconvertir et trouver notre travail. Mais les autres, comment ils font? Alors beaucoup, je dirais que oui et non, parce que finalement, en fait, c'est comme pour le problème des soignants, on se retrouve en fait qu'on est toujours, sous contrat en fait avec notre employeur. Donc selon comment ça se passe, les contrats, bah, soit on peut trouver un autre travail dans un autre secteur de métier, mais il y en a d'autres, ils peuvent pas. Parce qu'ils sont pieds et poings liés avec leur employeur. Donc ils sont suspendus et ils se retrouvent, en fait à être en grande difficulté pour pouvoir exercer un autre emploi. Et la problématique, c'est qu'il y en a alors je parle pas que pour des pompiers, hein, mais dans le cas des soignants, il y en a qui ont été même jusqu'à être menacés sur leur lieu de travail, en fait, par leur employeur. Parce que, ils travaillaient ailleurs, en fait, mais ils avaient besoin de subvenir à leurs besoins et à payer leur loyer, leurs factures et voilà. Donc c'est assez complexe comme situation. Il y en a qui revendent leur maison, qui habitent, dans des logements plus petits ou voilà, qui vivent sur leurs petites économies. C'est très, très compliqué. Je sais que toi, tu travailles dans une petite association pour aider ces camarades-là. Est-ce que tu peux Oui. nous parler un petit peu de ces associations, s'il te plaît? Alors oui, donc je fais partie de l'association Unipaca. On s'est, tout de suite, engagé, déjà auprès d'un collectif de pompiers sur notre département, assez rapidement pour, se remettre en lien et créer du lien entre nous. Parce qu'on était assez isolés les uns des autres et que du coup, on nous a même, enfin voilà, écartés de nos centres de secours. Donc on avait besoin de cet espace de parole pour pouvoir échanger, face à la situation qu'on vivait et se soutenir les uns les autres. Ensuite, nous nous sommes rapprochés des soignants, des citoyens et des parents, qui étaient, aussi, assez actifs sur notre département, puis après sur la région et dès le mois d'août, l'association Unipaca a vu le jour, grâce à des soignants qui ont tout de suite, senti qu'il fallait, créer une association pour pouvoir, venir en aide au niveau juridique et apporter une aide financière pour pouvoir, entamer des procédures. Voilà, et ensuite, bah, on est en lien avec, les collectifs unis et également, le syndicat Liberté Santé. Voilà, qui nous défend et je salue le travail de tous nos camarades qui nous aident et qui nous soutiennent et avec qui nous sommes solidaires depuis 1 an. D'accord? Oui. Margot, je voulais te demander, en quel moment tu t'es rendu compte que c'était le moment pour toi de t'exprimer publiquement, de sortir avec ton uniforme et participer à la conférence qu'on a vue au début de cette interview? Quand est-ce que tu as senti le moment que tu as dit stop, j'arrête, il faut que je parle parce que j'en peux plus de cette situation-là? Eh bien, ça s'est passé au mois de janvier, quand on a commencé à préparer cette conférence de presse et et qu'on voulait qu'à peu près tous nos secteurs soient représentés et j'ai senti vraiment que c'était, un moment important et de pouvoir porter la parole, publiquement et aussi, à haute voix de mes collègues, on les voit pas, mais ils sont derrière moi, hein, voilà et à côté, mais voilà, beaucoup n'osent pas sortir, de ce silence dans lequel on les a plongés. Hem, il y en a beaucoup, c'est très difficile pour eux de s'exprimer. Donc je recueille leurs paroles et ensuite, je la retranscris, et voilà, il y a eu cette conférence-là. En temps normal, moi, je suis quelqu'un qui suis pas du tout à l'aise avec la prise de parole en public et je pense qu'on peut voir lors de mon intervention, l'émotion très forte que j'avais, ce jour-là, parce que, c'était vraiment, voilà, c'était quelque chose de très symbolique aussi. Voilà. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Bah, après, oui, enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on sent au fond de soi et qu'on se sent porté, en fait, donc voilà.
c'était ma mission à ce moment-là. Oui, je te comprends parfaitement. Je voulais te demander, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les conséquences que tu peux subir pour parler publiquement en uniforme, s'il te plaît? Alors les conséquences, ça peut être, oui, un conseil de discipline allant jusqu'à la sanction, voilà. Après, je sais pas à quel niveau, à quel degré, mais en tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est que, voilà, j'attends leur courrier et puis que ça me fera très plaisir de les retrouver et de les revoir, de pouvoir discuter avec eux. Parce que ça fait, bientôt 1 an et personne ne prend de nos nouvelles, de savoir comment on va et comment ça se passe pour nous. Je voulais te demander aussi, j'ai entendu dire qu'apparemment la loi est en train de changer et que peut-être il voudrait réintégrer les soignants non vaccinés. Si cela se passerait dans le cas des pompiers, s'ils vous donnaient la possibilité de vous réintégrer, est-ce que tu le ferais, Margot? Alors, pour moi, ça sera très compliqué. Hem, Mon compagnon, lui, il pense y retourner. On a tous un peu des avis partagés sur la question. Pour moi, ça sera compliqué dans le sens où, nos collègues, se sont désolidarisés de nous, que nous avons su aucun soutien et hem et qu'effectivement, bah, pour moi, ma confiance, elle a été trahie. Déjà, au niveau de mes équipiers, mais également de ma hiérarchie, qu'elle soit directe ou plus au-dessus et concernant une réintégration, c'est-à-dire que partir en intervention, avec des personnes qui ont pu tenir des propos assez violents à notre égard, ou qui nous ont pas fait preuve de soutien, ça serait très compliqué, notamment de partir, par exemple sur un feu ou voilà. Ça veut dire est-ce que je peux avoir confiance en eux et s'il se passe quoi que ce soit? Justement, je voulais te dire en t'écoutant que quand j'ai fait des interviews avec des autres camarades, pompiers, policiers, gendarmes, que, que eux aussi, quelques-uns ont été suspendus pour ne pas vouloir se faire injecter. Mmh, Je peux constater que ce qui vous a touché le plus, ça a été la trahison de vos camarades. mmh, Ils ont tourné le dos dans des moments très difficiles, et c'est ce que tu dis toi, non? S'ils te font ça pour prendre une décision aussi légitime que de ne pas vouloir te faire injecter un médicament expérimental, qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans une intervention qui soit un peu compliquée? C'est normal que vous ayez mmh, plus de confiance en eux. mmh, voilà. Après, voilà, c'est pour en revenir à nous, nos droits et nos devoirs, on a aussi une morale au sein des sapeurs-pompiers, et aujourd'hui, je pose la question, hein, à nos hiérarchies et à certains de nos camarades, c'est: «Où elle est passée votre morale?» et et également, nous, on a un devoir, c'est d'éviter tout ce qui peut être une cause de désunion et aujourd'hui, on le voit bien de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, tout ce qui a été mis en place. C'est pas anodin, c'est pas voilà, c'est pas que c'est quelque chose qui a pas été réfléchi ou qui savent pas ce qu'ils font. Bien au contraire, heu, toutes ces décisions qui ont été prises sont quand même allées jusqu'à, créer des conflits au sein de familles, hem et nous au sein de la famille des sapeurs-pompiers, quoi. C'est quand même impressionnant, on n'a jamais vécu une telle situation. Moi, en tout cas, depuis que je suis sapeur-pompier, je n'ai jamais vécu une telle situation. Et, et voilà. Et donc, c'est ce que j'aimerais leur rappeler, en fait. Et en fait, on a laissé un gouvernement et prendre en otage nos institutions et désunir, en fait, tout ce qui faisait notre force. Je voudrais savoir, Margot, si dans les sapeurs-pompiers, vous avez eu aussi des camarades qui se sont suicidés pour être dans cette situation-là, pour être suspendus sans revenu, pour avoir subi de l'harcèlement, de la pression de la hiérarchie, et qui malheureusement ont trouvé la seule solution que de partir, quoi. Alors, à ma connaissance, j'en ai pas encore eu.
C'est peut-être le cas, je ne le nie pas. Ce que je sais, c'est qu'il y en a qui se sont fait injecter sous contrainte parce que dans la précipitation, voilà, ils avaient pas le choix que de le faire. On ne leur a pas laissé le choix, en fait. Donc ils y sont allés, mais à contre-cœur. Ils ne souhaitaient pas, en fait, commettre cet acte-là et de se faire injecter et voilà, ils se sont retrouvés, dans la situation où, en grande détresse psychique, chose qu'on avait tout de suite alertée, hein, nous, au niveau de la hiérarchie. À tel point que j'ai eu des retours, où voilà, on m'a dit, bah, il y en a, ils y sont allés en pleurant, ils disaient: «Injectez-moi la mort», il y en a d'autres, ils ont voulu se suicider derrière avec leur famille. Alors, il y en a, ils sont pas passés à l'acte, mais ils y ont pensé fortement. Je veux dire, quand on arrive à ce stade-là, c'est que c'est quand même grave parce qu'ils ont conscience que ce produit-là n'est pas, un vaccin en soi et à proprement parler comme on a pu en connaître jusqu'à maintenant, mais, mais bien une injection expérimentale et qui est toujours, voilà, en phase d'essai avec une autorisation de mise sur le marché qui est conditionnelle. Donc, à partir de ce moment-là, quand ils ont connaissance de ça, ils font quelque chose qui va à l'encontre de leurs valeurs et de ce qu'ils estiment, en fait, ce qui est bon pour eux ou ce qui ne l'est pas. Donc on les met dans une grande difficulté et voilà. Et ça, c'est juste inadmissible. Est-ce que tu sais s'il y a des camarades à toi qui ont subi des effets secondaires après se faire injecter? Oui, alors quand je parle en général, là, je parle pas que sur, mon département, c'est au niveau national, parce que je suis en contact avec, plusieurs pompiers de plusieurs, départements et un peu partout en France. Donc oui, j'ai connaissance, d'effets secondaires, des cas de thrombose, des cas d'insuffisance respiratoire, des cas de douleurs, très lourdes dans les bras où la personne ne peut plus se mouvoir et n'a plus de force dans les bras. Hem, voilà, enfin, un peu tout ce qui est aujourd'hui, référencé comme effet secondaire et indésirable de ces injections. Après, c'est très, très, très compliqué à recenser pour nous. Mais en tout cas, on a beaucoup d'échos, oui, de nos collègues, qui nous disent, voilà, que leurs collègues leur font part et qui regrettent amèrement. Je voulais te demander aussi, je sais que tu m'as raconté que ce côté rebelle et résistante vient de famille. Oui, Alors, peux-tu nous raconter un petit peu ton histoire et oui. pourquoi? Parce que le hasard n'existe pas. Ah oui, Non, il y a on une est bonne bien raison d'accord. que Margot soit ici avec nous. Alors, raconte-nous. Voilà. Donc, eh bien, voilà, effectivement, je suis petite fille, d'un ancien sapeur-pompier de Paris, qui, du coup, a effectué lui son service de 1938 à 1947. Donc, une bonne période, pendant la Seconde Guerre mondiale et sous l'occupation allemande, qui a fait partie de la résistance. Son cousin également était sapeur-pompier de Paris et faisait partie de la résistance. Son frère a été fait prisonnier de guerre, donc lui est revenu. Et après, de l'autre côté, je suis l'arrière-petite-fille d'un prisonnier de guerre qui est mort pendant un bombardement aérien et donc qui a la mention mort pour la France. Et donc, bah, mon grand-père, son fils, était pupille de la nation. Donc toutes ces choses-là sont des événements dans ma vie et dans mon héritage familial qui font que aujourd'hui je suis là, je me suis positionnée parce que on a longuement pris le temps aussi d'analyser la situation et de prendre du recul face à ce qu'on vivait aujourd'hui et à l'évidence, voilà, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un gros parallèle entre ce qui s'est passé à cette période-là et ce qui se passe aujourd'hui.
Et mon compagnon également, du coup, petit-fils, arrière-petit-fils de militaires et de résistants. Alors, je suis sûre que ton grand-père et ton arrière-grand-père seraient très très fiers de toi actuellement. Certainement. Certainement, oui. Mm. Margot, je voudrais savoir quelle est exactement ta situation actuellement. Tu es en train de travailler ou pas? Raconte-nous un petit peu comment tu te sens par rapport à tout ce que tu as vu, ce que tu es en train d'écouter des histoires de tes camarades, parce que je sais que ça nous touche énormément aussi. Oui. Raconte-nous. Eh ben, c'est vrai que nous, déjà, ça a été, pour soi, déjà, c'est compliqué de vivre une telle situation. Après, pour moi, c'était comme une évidence d'être présente pour mes collègues, d'être là à leur écoute, de les entendre, d'accueillir leurs paroles, qu'ils puissent la déposer quelque part, voilà, puisque rien n'a été fait pour qu'on puisse être entendu. Malgré le fait que nous concernant, en tout cas, on a alerté tout de suite notre hiérarchie en disant que il y avait des collègues qui étaient vraiment en détresse psychique, mais comme ils ont plus vraiment confiance, du coup, ils vont pas en fait vers eux. Donc voilà. Donc ça reste, cette parole, elle reste un peu entre nous. Donc je pense que c'est important aussi de pouvoir la diffuser, de la libérer déjà. C'est très important. Et effectivement, c'est difficile parce on se prend en pleine face leur détresse et leur incompréhension qu'on partage également. Mais du coup, c'est vrai que c'est très, très compliqué à vivre. Mais voilà, pour moi, c'était une évidence et c'était aussi une de mes missions d'être à leur côté dans l'urgence et de pouvoir être là pour eux et de les soutenir. Mais c'est mutuel finalement, puisqu'on se soutient tous les uns les autres. Ça fait combien de temps que tu es suspendu déjà? Alors moi, ça va faire depuis le 17 septembre 2021. Donc voilà, ça fait bientôt 1 an dans 2 mois. Est-ce que tu as eu la possibilité de trouver un autre travail pour survivre? Oui, oui, j'ai retrouvé un travail là récemment parce que ça devenait très très compliqué. Mon compagnon, lui, pouvait continuer de travailler sans avoir besoin de justifier d'un pass ou de l'obligation. Et donc, on a essayé un peu de vivre, voilà, un peu plus. Enfin, de toute façon, on s'est jamais vraiment créé de besoin, nous, donc on vit très simplement. Et, mais voilà, c'est compliqué parce qu'à côté, on a quand même des frais, des charges, et que, voilà, en fait, finalement, le salaire passe quasiment tout là-dedans. Donc après, il reste pas beaucoup pour se nourrir à la fin du mois. Mais voilà, en tout cas, on a réussi à survivre comme ça. Là, actuellement, j'ai un travail, mais je me suis surtout ces derniers mois beaucoup engagée auprès des personnels suspendus et des citoyens, de mettre en lien les personnes et de les accompagner dans leur démarche. Je sais que tu sais qu'il y a beaucoup de camarades à toi qui se sont fait des faux passes pour pouvoir continuer à travailler. Mmh. J'aimerais que tu nous dises un petit peu qu'est-ce que tu penses de ça. Bien, en fait, je voudrais les rassurer, je porte aucun jugement sur cet acte-là. Hem, Étant donné que dans la résistance 39-45, il y avait des faux aussi, hein, voilà, hein. Il y a beaucoup de parallèles, hein, entre hier et aujourd'hui. Et après qu'il l'ait fait parce que c'était une nécessité pour eux de pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, voilà. Je, je peux, enfin, je peux pas apporter de jugement là-dessus. Il y a aucun, enfin, même eux, ils étaient dans une situation, il fallait faire un choix rapidement et voilà. Et ils ont fait celui-là et d'autres ont fait d'autres et voilà. Mais effectivement, il y a eu des situations de famille où c'est soignant-pompier, gendarme-soignant. Enfin voilà, on a quand même des cas de figure où il y a 2 métiers qui sont représentés, même militaire et soignant. Et voilà, il y en a un qui doit faire un choix, l'autre est suspendu et puis l'autre, il fait un faux. Mais
c'est compréhensible. Enfin, voilà. Vous êtes en contact aussi avec des gendarmes et des militaires, tu m'avais raconté, non? Alors, pas spécialement. Après, on en connaît nous, hein, dans notre entourage ou voilà, autour de nous, chacun un petit peu, voilà, par-ci par-là. Moi, en tout cas, dans mon entourage, oui, je connais gendarmes, policiers. D'ailleurs, certains sont des missionnaires. Donc voilà. Je sais aussi que tu voulais nous raconter le cas particulier d'un camarade à toi qui est en activité, Oui, qui est en train de oui, passer parce un très mauvais que moment. oui, son histoire m'a particulièrement touchée et alarmée du fait que je vais essayer de t'en dire trop. Oui, ce que tu peux. D'une, pour le protéger. Voilà, il est actuellement toujours en activité. C'est un pompier qui enquête beaucoup, hein, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, et le message que je souhaiterais envoyer aussi à nos collègues, c'est que nous sommes tous des lanceurs d'alerte. Nous voyons des choses, nous entendons des choses, nous constatons des choses. Et donc, voilà. Lui en particulier enquête énormément. Et donc, il a reçu des menaces de mort. Pas de sa hiérarchie directe, hein, mais ça vient beaucoup plus haut. Donc, voilà. Son histoire, oui, m'a particulièrement marquée et alarmée du fait que, voilà, aujourd'hui, il est sous protection et que les menaces allaient de balles reçues dans sa boîte aux lettres jusqu'au sabotage de sa voiture. Pourquoi penses-tu qu'il continue en activité et ne se met pas en disponibilité? Parce que je pense que au fond de nous, il y a quelque chose qui fait que c'est notre devoir de continuer et puis de récupérer aussi le maximum de preuves de ce qui se passe actuellement. Il a contacté avec vous pour vous demander de l'aide? Moi, il m'a contacté, oui, personnellement. Personnellement, ok. Margot, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant que je te demande de lancer un message à tes camarades et aux citoyens? Oui, alors ce que je souhaiterais dire, c'est déjà un peu par rapport à mon analyse, mais qui n'est pas que la mienne, hein, qui est celle qui est partagée par beaucoup de nos camarades et avec qui j'ai pu échanger. Aujourd'hui, il faut que les personnes, les citoyens aient bien conscience que nous sommes dans une société de contrôle et de surveillance. Qu'aujourd'hui, notre vie privée, hein, nos droits et nos libertés sont vraiment menacés, nos données personnelles également. Et voilà, pour donner à titre d'exemple, j'ai des pompiers qui allaient manifester en civil et qui se faisaient suivre jusqu'à la porte de chez eux par les RG, qui sont les renseignements généraux. Aujourd'hui, on est vraiment considérés comme, je sais pas, enfin, des ennemis ou des opposants, alors que nous sommes là juste pour défendre toutes ces valeurs euh, et, euh, et aussi parce que nous sommes en quête de vérité et de réponse, ce qui est aussi un droit qui est légitime face à une situation où en fait on n'a fait que nous mentir, nous manipuler et voilà. Donc effectivement, après, ce que je peux dire par rapport à tout ce que j'ai pu analyser du fait de mon histoire et de personnel, familial, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à l'histoire, à la période de la Seconde Guerre mondiale, et le constat que je fais aujourd'hui, c'est que voilà, le transhumanisme qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est quand même l'héritière du nazisme d'hier, en fait. C'est deux idéologies qui prennent naissance dans le terreau de l'eugénisme. Et je veux dire, c'est pas difficile à comprendre. Et à partir de ce moment-là où on met en lumière tout ça et qu'on comprend qu'il y a vraiment quelque chose et qu'on a un tournant de notre civilisation
et voilà, enfin, on est en devoir. Notre devoir, c'est voilà, c'est de se positionner et de dire non et de dire stop et de protéger la population et d'alerter. Voilà. Donc effectivement. Après, j'invite les personnes vraiment à s'informer par elles-mêmes, à enquêter, voilà, à se renseigner, à écouter. D'ailleurs, je t'en avais parlé. Moi, euh, je suis très touchée de voir qu'à tous les niveaux, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent et qui font un travail mais titanesque de rassembler des preuves, de pouvoir expliquer aux gens vraiment la situation au niveau mondial de ce qui se passe. Hein, et ça date pas de là depuis 2 ans, mais c'est des décennies. Et voilà, donc le grand jury de Rainer Fulmich, il n'y a pas que lui, hein, mais voilà, c'est vraiment une des figures principales. J'invite vraiment toute personne à se renseigner, à aller chercher et écouter les sessions du grand jury. Également Vera Sharav, qui est une femme qui m'inspire beaucoup et pour qui j'ai un profond respect, voilà, qui a été victime de l'Holocauste et qui est une rescapée de la Shoah et qui alerte depuis de nombreuses années et particulièrement là depuis 2 ans. Donc j'invite à regarder, vous tapez sur internet, vous tapez voilà les interventions et vous tombez dessus. Et puis également voilà toutes ces définitions de ces idéologies-là qui n'ont pas lieu d'être mais qui aujourd'hui continuent d'avancer. Voilà. Est-ce que tu voudrais leur lancer un petit message à tes camarades? Oui, alors que leur dire déjà qu'ils sont pas seuls, qu'il faut qu'ils soient confiants aussi que nous sommes tous unis et solidaires dans ce combat-là et qu'on sera là pour les accueillir, peu importe le choix qu'ils ont fait, peu importe qu'ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont été trompés et qu'ils ont été manipulés. En fait, on sera là pour les soutenir, pour les accompagner. Nous avons les personnes nécessaires et assez solides justement pour les accompagner dans quelques démarches que ce soit. Et voilà, de sortir de cette torpeur et de libérer leurs paroles et de dire les choses, ce qui se passe, voilà. Qui n'aient pas peur de s'exprimer librement, en tout cas. Parce qu'effectivement, la censure, il va bon train en ce moment, mais voilà, on essaye de passer outre cette censure qui dérange. Nos paroles dérangent. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul, Oui. rejoignez-nous, on va tous vous mettre en lien. Les sapeurs-pompiers qui voient cette vidéo, cette interview, vous pouvez contacter avec nous, Police pour la vérité. On vous mettra en contact avec Margot parce qu'à Margot, on ne va pas la lâcher maintenant. C'est un ange qui est apparu dans notre chemin et on va la garder, on va la protéger le plus longtemps Merci. possible. Oui, merci. C'est une femme extraordinaire avec un courage incroyable. Mm. Je vous prie de vous positionner, de parler avec nous. Venez témoigner, que ce soit à visage couvert, voix cryptée, pas de souci. On ne va pas vous juger, on comprend votre situation et on va la respecter. OK? Oui. Margot, un dernier petit mot pour finir cette interview? Oui, ce que je voulais dire, c'est que voilà, on a un devoir aussi d'alerter et de signaler en fait quand on sent qu'il y a un danger pour la vie des gens et de la population. Et à l'heure actuelle, c'est ce à quoi nous faisons face. Je le répéterai peut-être jamais assez, mais voilà, aujourd'hui, je pense vraiment que nous sommes face au plus grand scandale sanitaire du siècle. Et je pèse mes mots, mais voilà, on a juste à s'intéresser aussi à ce qui a pu se passer dans d'autres scandales sanitaires, le poids des lobbies pharmaceutiques et notamment concernant la crise des opioïdes aux États-Unis. Voilà. Donc, toutes ces petites choses-là, vraiment intéressez-vous à tout ce qui se passe autour de vous et même dans le monde, en fait.
et l'impact et le poids et le pouvoir qu'ils ont, et notamment au niveau financier, parce qu'avec l'argent, on achète tout, hein. Sauf que nous, ils achèteront pas notre honneur. Donc voilà, ça, que ça soit bien clair, et que je souhaite bien dire droit dans les yeux à tous ces dirigeants corrompus qui ne me font pas peur. Vous ne nous faites pas peur, nous n'avons pas peur de vous. Voilà. Et pour finir, le mot de la fin, une phrase de la résistance: la désobéissance est le plus sage des devoirs. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi en tout ce que tu viens de dire. Je te remercie énormément de faire cette interview avec moi et j'espère qu'on puisse se rencontrer personnellement le plus vite possible. Et Ah oui, moi aussi. oui, je suis sûre que nous allons faire une très belle collaboration, Oui, mettre des choses en place pour continuer à soutenir et à aider nos camarades. oui. Je te remercie Et pour tout. Oui, merci. Et je tiens à saluer toutes les personnes qui sont déjà intervenues sur Police pour la vérité, hein, gendarmes, militaires, policiers. Un grand merci à eux de se positionner. Ça nous donne aussi beaucoup d'espoir et de courage, parce qu'on les attendait vraiment impatiemment depuis un moment. Et enfin voilà, ça nous redonne de la force aussi de continuer en ce sens-là. oui. On a eu même un sapeur-pompier, Avec toi. oui. Oui, c'est vrai. Alors, venez contacter avec nous, s'il vous plaît, pour donner votre témoignage. Comme a dit Margot, c'est très important que les citoyens sachent que vous êtes là, que vous êtes de l'autre côté, que vous êtes de leur côté. Oui, Et quoi qu'il arrive, on va continuer à les protéger et servir, que c'est notre devoir. voilà. Protéger, servir, et même moi j'irais jusqu'à dire secourir aussi. Et Voilà, secourir aussi. Protéger et servir et secourir aussi. c'est très important. C'est très Et, important, tout à et fait. je tiens à remercier vraiment aussi tous les citoyens qui se mobilisent à nos côtés, hein, depuis le début, pour leur générosité, tout ce qu'ils mettent en place aussi pour nous aider. Vraiment un grand merci à eux et toutes les personnes qui sont mobilisées depuis oui, un an, voire un peu plus. Ben, on vous remercie à tous. Merci, gros merci à toi, Margot, vraiment. Et on se voit très très vite. À toi aussi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.